Une table ronde de ces entretiens. Nous avons, en réalité, pour tout vous dire et vous mettre dans la confidence, déjà engagé la table ronde entre nous déjà depuis plusieurs dizaines de minutes. Et puis on s'est rappelé qu'il fallait aussi la partager avec vous. Donc on est revenu en urgence vous rejoindre ici dans cette salle. Mais c'est le mode de fonctionnement de l'université qui fait qu'on discute de tout, partout et nulle part. Donc c'est une première question que l'on pourrait poser sur la table. Qu'est-ce que c'est qu'une université ? Ensuite, on s'est interrogé sur un certain nombre de problématiques liées à la table ronde. Les problématiques qui étaient liées aussi à l'une des questions fondamentales qui a été traitée tout au long de ces présentations, c'est-à-dire les modes de transmission. En réalité, des modes de transmission, on en a vu beaucoup passer entre la transmission de la grand-mère mythique, ça serait un thème sans doute sur lequel il faudrait revenir, la grand-mère mythique qui forcément cuisine merveilleusement et laisse des souvenirs impérissables, alors que dans bien des cas, c'est pas du tout comme ça que s'est passée la transmission. La transmission entre mères et filles, alors que parfois c'est tout simplement entre mères et fils. Ou entre père et fille, ou entre père et fils, enfin bon, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Donc en tout cas, il y a une transmission qui est une transmission familiale. Ensuite, il y a une transmission que l'on pourrait considérer comme professionnelle, avec des vecteurs ou des médias multiples. On a évoqué ce matin le rôle de la télévision. On ne cesse de remettre en situation le rôle des écoles professionnelles, des lycées hôteliers. Bon. Donc une démarche professionnelle qui concourt très fortement à cette transmission. Et puis, bon, il y a aussi la presse. Hein. Il n'y a pas que le visuel qui compte. Il y a l'ouvrage de cuisine. Il y a des formes multiples de transmission qui sont sonores, écrites, visuelles. Donc on en a vu un certain nombre. Toutes semblent avoir en commun de placer, dans tout ce que nous avons entendu, le geste ou l'acte culinaire au centre du dispositif. Or, l'interrogation que nous devons avoir, c'est de comprendre si l'on peut y ajouter la notion de science. Est-ce que, en termes scientifiques, on peut aborder cette question de transmission ? Est-ce que la transmission peut passer par autre chose que des gestes, des approches sensorielles, des approches d'échange, de dons ? Est-ce que les sciences peuvent concourir à cette transmission ? Et donc, est-ce qu'une université des sciences pourrait exister, surtout si ces sciences sont gastronomiques ? En réalité, la question qui se pose à nous, c'est peut-être pas de déterminer ce qu'est une université, ni de savoir comment les sciences peuvent concourir au développement d'une transmission et d'un enseignement universitaire, mais plus exactement de savoir comment on peut conjuguer les trois termes, c'est-à-dire comment la gastronomie plus des sciences, plus une université, peuvent arriver à constituer une sorte de combinaison de l'université, au singulier ou au pluriel, des sciences gastronomiques. Alors c'est ce dont on va essayer de s'entretenir ensemble et essayer par nos approches d'échanger un peu, avec autour de cette table ronde, des intervenants qui viennent d'horizons assez différents, des horizons européens, et puis une sorte d'extraterritorialité paradisiaque, qui est le lieu de point de départ de l'un des intervenants. Les territoires européens, en partant de la droite, Peter Scholliers, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université, la Vrije Université de Bruxelles, la VUB, Jesus Contreras, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Barcelone, Antonella Campanini, qui est professeur d'histoire à l'université de Pollenzo, et Alberto Capati, qui a présidé aux destinées de l'université des sciences gastronomiques de Pollenzo, et donc qui est au cœur de notre problème. Et puis, dans une sorte de territoire qui pourrait symboliser le paradis, si l'on affiche sur Internet le site du restaurant de Michel Bras, les sonorités et les sens qui sont mis en éveil immédiatement par une présentation absolument sublime, laissent penser qu'on pourrait bien être au paradis. Donc on a aujourd'hui, dans la table ronde,
une configuration assez exceptionnelle de représentants permettant d'aborder cette question des sciences gastronomiques, Michel Bras étant en même temps très impliqué dans la deuxième université des sciences gastronomiques qui a ouvert au Pays Basque après celle de Pollenzo. Et normalement, c'est moi qui devais conduire cette table ronde. Et puis, comme l'université n'est jamais avare d'innovation, de surprises ou de farces, nous avons décidé qu'il convenait d'honorer le seul élément féminin de cette table ronde et donc de transmettre. Donc, la transmission se fait directement. C'est dorénavant Antonella qui va organiser cette table ronde. Et je reviens dans un rôle plus local, à savoir celui de directeur du master d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Donc, je remercie. Mais je dirais d'aller tout de suite au cœur de la question. Et donc, je pense que chacun d'entre vous peut se présenter plus directement autour d'une question, c'est-à-dire la définition de sciences gastronomiques. On a discuté beaucoup à la table et je pense qu'on peut partir, je dirais, par M. Bras, c'est-à-dire le représentant de l'université la plus jeune. Bonsoir à tous. Il faut peut-être que je fasse un peu la genèse, comment je me suis retrouvé là-bas, le seul français, vilain petit canard, avec toutes les polémiques qui ont été mises en place à une époque par rapport à la place de la cuisine espagnole. Moi, je ne me suis pas posé comme ça. Disons que j'attache beaucoup d'importance à l'humain et à l'homme. Et c'est un peu dans ce schéma-là que je me suis retrouvé dans le Pays Basque que je fréquente depuis longtemps, puisque j'ai participé au premier festival, enfin dans les premiers festivals qui n'avaient pas lieu à Saint-Sébastien, ni même... c'était à l'intérieur du pays, je ne me rappelle plus très bien le nom de la ville. Peut-être que vous pourrez me dire, Jésus, c'était... Un peu, ça va revenir. Donc ça fait de cela plus de 20 ans. Et donc j'ai une espèce d'affection spéciale pour ce pays et pour les hommes qui l'habitent. Et donc lorsqu'on m'a contacté par rapport à cette université, je ne suis pas du tout dans l'opérationnel, que je vous rassure tout de suite, je suis plutôt dans une cellule de réflexion, c'est peut-être le statut de mon âge qui me permet ça, puisque je suis grand-père, donc j'ai peut-être une vision un peu plus haute de mon parcours. Et ce qui m'a plu dans cette espèce de collégiale, c'est que ça réunit des cuisiniers du monde. Et quand tout à l'heure j'exprimais que l'humain et l'homme reprenaient sa place, c'est pour moi un peu ce que devrait être la cuisine aujourd'hui. C'est qu'on est sorti un peu de ces schémas que nous avaient imposés les anciens il y a 20-30 ans, avec des codes qui régissaient une mise de table, qui régissaient ce qu'on devait donner. En fait, on n'était plus des marchands de bonheur, on répondait à des registres de luxe qui pour moi étaient infondés. Parce que je ne sais pas, vous êtes tous là, présents, c'est pas forcément le homard qui vous a offert peut-être le plus beau moment de partage autour d'une table. Moi, c'était la tartine de pot de lait que j'avais en revenant de l'école. Et c'est cette tartine de pot de lait aujourd'hui que je confectionne pour mes petits-enfants. Donc, pour dire qu'en fait, être cuisinier aujourd'hui, c'est s'exprimer corps et âme. Et dans son identité, au-delà de tous les schémas qu'on nous imposait. Et donc, ce qui a réuni autour de cette collégiale, c'est Ferran Adrià, qui nous a ouvert les yeux d'une manière différente. C'est René Redzepi qui a une vue sur son territoire qui est tout autre. Alex Atala, le Brésil, qui attache beaucoup d'importance à son territoire par rapport à ses productions. C'est Gaston Acourio qui apporte, j'ai assisté au salon qu'il a mis en place, Mitsura, là, qui attache une importance phénoménale, presque religieuse, à la place de l'humain dans la cuisine. C'est un peu tout ça qui nous a réunis, chacun avait nos propres identités, et on a essayé donc de mettre en place cette espèce de... On appelait ça l'appel de Lima, bon, c'est appelé... c'était un pied de nez G8, mais c'était un peu tout ça, se faire amener un peu cette identité de tous les individus d'une manière forte, puissante,
pour qu'elle puisse demain guider un peu cette université dans une approche, je dirais aussi multiculturelle, parce que moi je suis autodidacte et je me rends compte que avec le temps, ce métier qui est pour moi le plus beau métier du monde m'a ouvert à des univers totalement inaccessibles quand j'étais jeune, la musique, l'autre, le voyage, la photo, l'esthétique. C'est tout ça un peu que j'ai envie de faire, de véhiculer auprès de cette université que, en fait, être cuisinier aujourd'hui, c'est une expression globale, c'est plus que l'assiette. Pour moi, c'est une trilogie, à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est l'humain toujours, c'est le producteur, c'est les hommes qui nous accompagnent dans le quotidien et c'est la clientèle. Voilà pour ma présentation. D'accord. Merci. Et Alberto, chiederei, je demande à toi maintenant, quelle est l'idée de sciences gastronomiques qu'on avait au début? Pourquoi? Au début, il y avait l'association Slow Food, il y avait Petrini qui avait eu le premier l'idée de transformer un organisme de recherche et d'enseignement dans une université. Et sur cette idée, on a cherché une formule qui à la fois soit distante des sciences alimentaires qui étaient pratiquées à l'université, qui constituaient une sorte de groupement de matières, et de la gastronomie toute simple qui évoquait aussi l'esprit de jouissance que le client de restaurant, que éventuellement le préparateur des plats. Et l'étiquette de sciences gastronomiques est venue à propos avec une aide qui nous venait aussi du ministère dans la mesure où il fallait choisir un domaine universitaire précis dans lequel s'exprimer, et ce domaine était celui qui plus ou moins coïncidait avec les technologies alimentaires, avec une extension, et cette extension était que pour ce type de licence ou de cycle de 3 ans, la notion de science allait prendre le 60% des matières enseignées, dont la chimie, la microbiologie, toutes les sciences qui concernaient, disons, l'élevage ou la production végétale, et le 40% était au contraire récupéré à l'intérieur de disciplines qui étaient disciplines des sciences humaines. Par là même, un choix a été fait. Ce ne serait pas une institution qui forme à la manipulation, à la gestion pratique des aliments, donc à la cuisine. Ce serait une institution qui forme à la connaissance. Après, je traiterai le pas ultérieur qui était qu'est-ce qu'on va faire de ces étudiants. Il faut dire que dès le début, le but qui était d'avoir entre 20 et 30 étudiants étrangers et une quarantaine d'Italiens a été immédiatement atteint. Tout cela grâce à un mécanisme qui était à la fois un mécanisme qui attirait des étudiants à l'intérieur d'une institution reconnue par l'État et garantissait aux étrangers une grande nouveauté. Je reviendrai sur ce point. Sciences gastronomiques, donc, c'est une sorte d'oxymoron où deux choses coexistent qui n'avaient pas l'habitude d'exister auparavant. Disons que les scientifiques ont été tout à fait peu étonnés de l'opération et ont accepté de bon gré
le fait qu'on pouvait envisager leur discipline, par exemple la microbiologie, à dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose, il ne faut pas exagérer, on pouvait l'accepter à l'intérieur d'un système qui n'était pas les sciences alimentaires. Voilà, ça c'est un peu le mécanisme qu'on a mis au point. Il sera plus clair à travers les autres réponses. Voilà, il y a déjà beaucoup de questions qui se posent. Mais pour l'instant, j'ai autour de moi 2 directeurs et un ancien directeur du master européen en histoire et culture de l'alimentation. Donc, je continue le tour de la table ronde avec Jean-Pierre. Merci. La question se déplace un peu avec le master par rapport à une université des sciences gastronomiques, parce que, comme vient de l'exposer Alberto, il y a dans l'université des sciences gastronomiques une volonté, au fond, d'être tout de même le plus œcuménique possible en termes de discipline. C'est-à-dire de ne pas avoir une approche qui soit exclusivement une approche de sciences humaines et sociales, mais introduire un certain nombre d'éléments de connaissances qui relèvent de sciences plus classiques. Dans le cas du master, le choix que l'on a fait a été donc non pas d'enseigner les sciences gastronomiques, mais plutôt d'ouvrir les cultures alimentaires, une connaissance des cultures alimentaires. Donc le choix a reposé sur la prise en compte de ce que pouvait être une approche de la culture alimentaire, d'abord avec une pondération assez forte sur l'histoire et sur toutes les périodes historiques, parce qu'il y avait là une première approche possible, un premier terreau sur lequel on pouvait enraciner des études. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la maquette de ce master, au fur et à mesure également de la diversification du public de ce master, on reviendra tout à l'heure sur les objectifs professionnels, le fait qu'il y ait aujourd'hui dans ce master à la fois des étudiants qui ont suivi un parcours classique au sein de l'université, mais qu'ils puissent entrer avec des disciplines d'origine très différentes dans ce master et ne pas être exclusivement des historiens. Il y a d'horizons qui peuvent être quand même assez larges. Le fait que l'on ait associé dorénavant à ces étudiants des étudiants qui sont issus du monde de l'enseignement. Ils ont un statut un petit peu double, monde de l'enseignement, des lycées hôteliers, des lycées professionnels. Donc la fusion de ces 2 catégories d'étudiants, entre guillemets, contribue à élargir la nécessité de prendre en compte des demandes extrêmement diverses. Et donc ça va dans le sens de ce que l'on a essayé de faire dans cette construction du master, c'est-à-dire une ouverture qui aille au-delà de l'histoire et qui prenne en compte les acquis de la sociologie, les acquis de l'anthropologie, ceux de l'archéozoologie, de la géographie. Progressivement, la distribution des enseignements s'ouvre. Alors, on ne peut pas dire que le master de Tours soit un master de sciences gastronomiques, on ne peut pas dire que l'université de Tours, l'université François Rabelais soit une université des sciences gastronomiques, sinon l'ensemble des collègues se seraient, disons les choses de manière aimable, se seraient mobilisés en expliquant que, au fond, ils pourraient peut-être adhérer à cet objectif de travailler sur l'alimentation dans tous les domaines, mais on aurait pu aussi imaginer qu'il y ait d'autres approches un peu plus distanciées. Donc on n'est pas pour l'instant une université des sciences gastronomiques, c'est clair. Si un jour, une fraction de l'université de Tours devient une université des sciences gastronomiques, il faudra se poser la question de l'élargissement disciplinaire dans lequel nous sommes aujourd'hui et reposer la question de l'introduction des sciences et des pratiques. Voilà, par contre, à Barcelone, on a eu aussi une approche plutôt en direction des sciences dures qui, à mon avis, sont un peu à côté des sciences humaines. C'est la seule université dans ce consortium qui s'est posé la question et a essayé d'assurer aussi des enseignements des technologies alimentaires, par exemple.
voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça a été une question de planification ou une question d'opportunité ou une question de nécessité, hein, parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources humaines dans les sciences humaines et on a cherché dans les champs de la nutrition et de la technologie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pensait que enfin, aujourd'hui, la complexité de l'alimentation et les divers intérêts de l'alimentation attiraient à ça. Non? En tout cas, enfin, comme tu as dit que je suis ancienne responsable du master, je ne sais pas si ancienne parce que je suis ex ou si parce que je suis antique, hein, je suis âgé. Et dans cette mesure, je vais bien permettre de philosopher un petit peu, non? Pour essayer de répondre à la question, voilà, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que peut être une université des sciences gastronomiques? D'abord, c'est pas facile. Hein, voilà, Michel Vrah a dit quelle est sa position, de quelle façon elle envisage ça. Il a dit une chose que je vais penser ces jours, parce que pour moi, qu'est-ce que je vais dire dans cette table ronde, hein, voilà. J'ai pensé, la plupart des grands chefs qu'on admire, que sont les plus réputés, je crois que, comme vous-même vous l'avez dit pour vous, ils sont des autodidactes. Michel Vrah, Gaston Acurio, Ferran Adrià, ils sont des autodidactes. Voilà. On pourrait arriver à la conclusion que pour être un grand chef, pour être un réputé grand chef, il ne faut pas une université. Il faut avoir quelques vertus, quelques inquiétudes, quelques curiosités, quelques esprits de voyage. C'est un raccourci, ça. Hein? Et tout ça. Non. Voilà. Ça pourrait être une contradiction jusqu'à certains points. Mais c'est vrai aussi, je crois, que le succès, les grands succès de cette cuisine, de cette façon de faire, de cette façon d'agir, de cette façon de placer la cuisine par rapport à l'univers, pour le dire de certaines façons, motive, ça suppose une projection importante et une demande de ça, soit pour l'imitation, ou soit pour que nous ne sommes convaincus de que c'est une bonne affaire dans les sens d'affaires sociales, affaires vitales, hein, pas nécessairement dans les sens d'affaires économiques. Là, ça, c'était une question, non? Mais d'autre côté, c'est qu'on voit autodidacte, je crois, dans plusieurs sens, aussi que la plupart des grands chefs qu'il y a aujourd'hui, ils ne sont pas allés à une école de cuisine. Non? Peut-être certains, oui, non, mais la plupart. Ça veut dire qu'il y a comme plusieurs déclinations de ce qu'on appelle les sciences gastronomiques ou les excellences gastronomiques. Non? Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, pour les projections et la médiatisation qu'il y a de la cuisine en général et des grands chefs en particulier, on utilise les grands chefs comme médiateurs culturels, comme médiateurs de la santé, aussi dans plusieurs sens. Hein. Aujourd'hui, en Espagne, on n'a pas un programme de télé comme celui qu'on parlait ce matin, mais il y a beaucoup de programmes de cuisine. Hein. Et aujourd'hui, enfin, j'exagère toujours, je suis andalou. Les Andalous, nous avons une réputation d'exagérer. Ouais, j'exagère, mais les exagérations servent à penser aussi. Hein. Comme Lévi-Strauss disait que les aliments servent à penser, les exagérations aussi servent à penser. Voilà. Donc, dans la plupart des programmes de cuisine qui existent en Espagne, les cuisiniers, ils traduisent toujours les ingrédients de la recette en termes nutritionnels. Ils ne parlent pas seulement de la pomme ou la pomme de terre, de les espinacs ou l'ail. Non, mais enfin, c'est bon parce qu'il y a des calciums, c'est bon parce qu'il y a des vitamines. Non, ça veut dire une double langage. Ça, c'est une nouveauté. Hein. Et parce qu'on voit que ce matin aussi, la directrice de consommation du Crédoc disait que beaucoup de gens disaient que pour améliorer sa alimentation, c'est nécessaire d'apprendre mieux la cuisine. C'est pareil qu'en Espagne, dans nos propres enquêtes, on a trouvé aussi ça. Mais par rapport spécifique à la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cuisine en général et la cuisine gastronomique, ou polygastronomique en particulier, a une dimension que je crois qu'il n'avait eu jamais. Mais d'autre côté, voilà, écoute, la complexité, la multidimensionnalité de l'alimentation est si grande que dans les écoles, et surtout dans les universités, je parle par rapport au plan d'études de l'université de Mondragon, les Basque Culinary Center de l'université de Mondragon. Voilà, il y a, j'ai les plans ici, mais je ne vais pas lire, la chimie,
l'économie, le marketing, bien sûr les techniques culinaires, la gastronomie basse, la gastronomie espagnole, la gastronomie internationale. Enfin, il y a beaucoup de disciplines. Hein, des disciplines qu'on n'aurait pas imaginé il y a peut-être une vingtaine d'années qu'ils seront rassemblés dans une plan de titres pour de futurs chefs. En plus, Ferran Adrià, curieusement, a été investi docteur honoris causa, d'abord pour l'Université de Barcelone, à proposition de la faculté de chimie, et aussi a été proposé docteur honoris causa pour l'Université d'Aberdeen, faculté de beaux-arts. C'est intéressant, non? Moi, je suis docteur, mais je n'aurais pas imaginé que je pourrais avoir deux doctorats si tellement différents, beaux-arts et chimie. Tandis que lui n'est pas chimiste, il n'est pas... Ah, est-ce qu'il n'est pas chimiste? Ça c'est vrai. Est-ce que Ferran Adrià est ou non un artiste? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, voyez, il y a tellement de demandes. Ça veut dire qu'on pourrait dire, je dis ça pour finir, que de la même façon que la web de notre observatoire, qui est toujours en construction, voilà, les sciences gastronomiques sont et seront toujours en construction. Parce que les demandes et les possibilités des sciences gastronomiques sont assez complexes, assez dynamiques. Ils sont assez reliés avec la dynamique de la propre société qu'ils seront toujours en construction. Merci. Je termine le premier tour de la table avec Peter Scoliers, qui a le côté bruxellois, le nouveau côté bruxellois du master. Et à Bruxelles, on s'occupe surtout d'identité alimentaire. Ici, on parle de sciences gastronomiques. Je voudrais une réflexion. Merci Antonella. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Lorsque la question m'a été posée de penser, de réfléchir au sujet du thème de cet après-midi, j'ai fait un truc classique que beaucoup d'étudiants font, c'est l'analyse du titre. Et l'analyse du titre m'a mené à quelques pensées qui pourraient nous amener à plusieurs heures. Dans cette salle, ce n'est pas l'intention, je crois. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce qu'une université? Question extrêmement large dans une Europe changeante. On peut en discuter, on en discutera. Deuxièmement, quelle séance? Jesus a déjà parlé on en a déjà parlé déjà. C'est une question aussi importante. Et troisièmement, gastronomique. Je me suis posé la question, je connais très bien un restaurant gastronomique, comme nous tous. Est-ce qu'il y a une similarité entre le mot gastronomique dans les sciences gastronomiques et le restaurant gastronomique? Réponse, bien sûr que non, avec un point d'interrogation. Parce que si la réponse aurait été oui, il y a une similarité, je me pose la question, où est-ce que, par exemple, des choses comme la famine, l'augmentation des prix actuels qu'on vit aujourd'hui, des produits de base, globalement, est-ce qu'il y a une possibilité de faire rentrer ça dans l'économie, dans les sciences dont Jesus a parlé? Bon, c'était la première réflexion. J'ai une page entière, on pourrait en discuter, mais ça nous mènerait beaucoup trop loin. Alors je me suis posé l'autre question, mais qu'est-ce que je fais en étant co-directeur, ou je dirais plutôt faux directeur, mais c'est une question entre nous, et ça vous ne concerne pas, faux directeur de Bruxelles. Qu'est-ce que je fais dans ce panel? Et je me suis dit, tiens, je suis historien, j'enseigne l'histoire sociale et économique du 19e et 20e siècle, surtout de l'Europe, mais je enseigne également sur l'histoire de l'alimentation. Et je dis bien l'histoire de l'alimentation et pas l'histoire gastronomique. Est-ce qu'une histoire gastronomique existe? Le terme, non, je ne pense pas. Je vous regarde, Antonella et Jean-Pierre, en étant historien, je ne pense pas que le mot est utilisé. Alors, j'ai fait un autre truc que beaucoup d'étudiants font également, c'est d'aller vérifier ce que disent les anglophones. On en a parlé déjà ce matin et hier. Ils sont là, les anglophones. Je suis flamand, je suis à Bruxelles, l'influence anglophone, il faut que je vous le dise, dans mon université est beaucoup plus importante que l'influence française. Publier en français, pour moi,
c'est mal vu. Bon. Les anglophones n'utilisent pas le mot gastronomic culture or gastronomic sciences. Ils parlent constamment des food studies. Peut-on traduire cela en français? Histoire des aliments? Science des aliments? Est-ce pareil? Est-ce autre chose? Alors, autre question. Finalement, je me suis dit, tiens, je suis là dans ce panel, j'enseigne sur l'histoire de l'alimentation à Bruxelles, et c'est une question dont on va parler dans quelques instants, je suppose, mais j'enseigne aux historiens. Je n'enseigne pas à des chefs qui veulent, pour une raison ou d'autre, améliorer leurs connaissances. C'est-à-dire, c'est un tout autre public, évidemment. Alors là, je me suis dit, mais quel est le programme de l'Université des sciences gastronomiques à Pollenza et à Navarra? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et dans quelle mesure cet enseignement m'implique ou m'influence dans mon enseignement? Je suis incapable, moi, tout seul, à enseigner sur la chimie ou la biologie, etc. Donc, que faire? Point d'interrogation. Je m'arrête là pour l'instant. Tu as déjà posé beaucoup de questions et tu nous amènes à la question suivante, parce que tu as commencé à réfléchir sur le titre de la table ronde. J'avais fait pire et j'avais réfléchi sur le mot transmission, écrit comme ça, nous l'avons derrière nous, et mission. L'université a une mission, a plusieurs missions au pluriel, comme dans le titre. Mais il faut comprendre exactement à quel public cette mission doit être donnée, disons. Parce que nous avons évoqué les chefs, pas les chefs, qui est notre public, et en plus, si nous sommes capables de faire cette transmission, à la fin, le public sort avec la licence, les diplômes universitaires, et quels sont les débouchés professionnels? Nous avons ce public, nous avons changé sa vie à la fin de notre formation, ou c'est comme une continuation virtuelle de ce qu'il avait déjà commencé à faire aussi déjà dans le marché du travail, pourquoi pas. Alors je ferai volontiers un autre tour de table sur ce thème spécifique. Je vous donne la parole, M. Bra. C'est un vaste sujet. La mission un peu d'une université, bon, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette ouverture d'esprit que je prône un peu et qui pourrait répondre, il me semble, un peu aux attentes de la jeunesse d'aujourd'hui qui veut être avant d'en avoir été. Et cette ouverture d'esprit, moi je l'ai acquise avec le temps. Il m'a fallu 20-30 ans pour pouvoir m'exprimer avec une expression qui soit vraie, qui soit forte. Et je pense que la mission de l'université, c'est d'ouvrir toute cette jeunesse à ces nouvelles donnes. Si vous voulez, j'aurais envie de dire en parallèle, c'est que moi je me rends compte que dans le personnel qui fréquente notre établissement, quand on a des jeunes qui ont déjà un certain niveau de culture, une ouverture d'esprit, leur progression dans le cadre des cuisines est beaucoup plus forte. Donc c'est ce que j'attends moi un peu, c'est l'université, c'est cette ouverture d'esprit pour répondre à l'attente de cette jeunesse qui zappe en permanence, qui n'est pas là, qui veut être ailleurs, qui a envie de grandir rapidement. Voilà, c'est un peu ça. Albert? Oui, il faut préciser deux choses. Une première, c'est combien d'étudiants arrivent dans cette université, ou de toute façon, à combien d'étudiants on propose d'entrer dans cette université de Pollenza et de Bra. Bra, c'est la grosse commune de proximité. C'est à peu près 60-70 étudiants par an qui rentrent dans l'université, donc un nombre assez limité par rapport à celle qui pourrait être l'audience des sciences gastronomiques. Ces limites sont dues aussi au fait que les études coûtent
13 000 € par an d'inscription, plus tout le reste pour vivre à Pollenzo, et que, disons, la formation est une formation qui, par certains côtés, a des côtés individuels. D'ailleurs, dans cette université, j'ai vu arriver n'importe quel type d'étudiant. Je cite une étudiante de Berne parce que M. Bras est là, et parce qu'un jour, elle me dit « Je veux faire un voyage ». Je dis « Très bien, et où est-ce que vous voulez aller ?»« Je veux aller chez Michel Bras ». « Ah, je dis bien. Alors, comment vous pensez y aller ? À pied ?» Parce qu'elle était en plus verte, et non seulement bernoise, mais verte. Et je lui ai donné ma bénédiction après avoir cherché à comprendre pourquoi M. Bras était le destinataire, entre tant de chefs en France, de ça. Et c'est parce que, évidemment, il n'était pas, son restaurant n'était pas à Paris, parce qu'il était dans une zone qui devait, chez une marcheuse, susciter une sorte d'enthousiasme fécond, parce qu'elle m'avait montré des photos de plats de M. Bras où l'élément végétal était très important, très étudié et travaillé, et elle est partie, elle est allée, elle est revenue, elle m'a fait un petit compte-rendu, etc. Pourquoi je cite ce type de... Parce que l'université de sciences gastronomiques a d'abord aimanté toute une série de étudiants qui cherchaient une vocation personnelle, qui cherchaient une façon d'imaginer son futur d'une façon non conventionnelle. Ça, c'est le premier point important qui a joué très positivement dans la naissance de l'université. Le deuxième, c'est le résultat de cela. Parce qu'on dit, si on produit des fous qui marchent de Bras à Michel Bras, et le résultat est celui-là, effectivement, il est peu utilisable. Alors, un tiers des étudiants qui sortent de cette université sont destinés à avoir une activité de petit entrepreneur professionnel dans le domaine alimentaire. Comment cela? Ça se justifie au fait que dans une famille, on peut débourser évidemment 20 000 € par an sur la formation d'un étudiant. Il y a des ressources qui permettent après de relancer cet intérêt, cette formation dans d'autres niveaux. Entrepreneur dans quel domaine? Les domaines alimentaires, c'est la vente, c'est des postes, même dans des grandes sociétés qui font partie des bureaux de recherche des produits, sont des gens qui entreprennent la restauration à l'inverse, à partir du produit et non de la compétence professionnelle acquise, et donc qui se situent à l'intérieur de ce panier. Problème des sciences gastronomiques. Le problème des sciences gastronomiques, on l'avait vu dès le début, on ne peut pas faire une université pour 1000 personnes. C'est absolument évident. Il faut faire une petite formation concentrée, donc très coûteuse pour ceux qui, effectivement, investissent dans cette formation, et très coûteuse pour ceux qui rentrent dans ce type de domaine. Et ça a été le problème, je tâcherai de le développer éventuellement à travers d'autres questions, mais c'est un problème fondamental. Sans aucun doute, une profession il y a pour qui? Alors, la communauté la plus importante des étrangers jusqu'il y a 2 ans, c'était les Allemands. C'est-à-dire un pays riche, très sensible aux délicatesses, à tous les produits de qualité, qui a des marchés intérieurs très bien organisés, et qui avait besoin de gens qui connaissent le vin, qui connaissent des produits, qui arrivent à intervenir à l'intérieur de cette filière, à apporter des connaissances.
Et voilà, c'est un peu comme ça que la chose s'est orientée. Dans la communauté italienne était aussi une part relativement importante de personnes qui sortaient ou qui avaient abandonné la profession de cuisinier pour suivre d'autres filières, et ça c'était une partie, ou bien qui appartenaient à des familles qui opéraient dans des domaines voisins, aussi bien en Suisse qu'en Italie. Voilà, ça c'est un peu le portrait de l'étudiant de Pollenzo et de Bra. Merci. Jean-Pierre, les étudiants du master en histoire et culture de l'alimentation ne sont pas proprement des étudiants de sciences gastronomiques, mais tu auras quand même quelques réflexions à nous donner à ce sujet. Oui, en fait, il y a une différence, une réponse courte, puisque effectivement, l'université de Tours n'est pas une université des sciences gastronomiques, mais il y a une démarcation à faire dans les objectifs et dans la structure même des universités. C'est-à-dire que dans le cas que vient d'évoquer Alberto, c'est une université qui est conçue avec une fin particulière qui a pour objectif d'être une université des sciences gastronomiques avec des professions qui constituent des débouchés à l'issue d'une formation globale. Dans le cas de l'université de Tours, par exemple, le master s'insère dans un dispositif d'enseignement d'une université publique, donc avec des règles de fonctionnement publiques, dans le cadre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et qui doit répondre à des missions classiques de l'université, avec des contraintes qui parfois peuvent être en réalité croisées et parfois même opposées, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la demande du ministère qui évalue, qui observe, qui note, qui classe et qui détermine qu'en fonction du taux d'étudiants entrants et du taux d'étudiants sortis avec un diplôme au bout de 15 semaines ou au bout de 15 jours ou au bout de 15 mois, cet étudiant trouvera un emploi. Ces statistiques, on doit les prendre en compte dans une université avec l'obligation de constituer des parcours, donc de répondre à des équilibres pédagogiques, des équilibres de formation, sans nécessairement pouvoir disposer d'une liberté d'organisation, comme une université privée peut l'avoir, d'organiser son schéma pédagogique avec disons une certaine souplesse. Nous, il y a un certain nombre de contraintes qui sont d'insérer le master dans un département d'une discipline quelconque, de remplir des services et de croiser ces services avec d'autres emplois du temps, de faire une progression qui permette aux étudiants d'atteindre un certain nombre de niveaux. Et en même temps, malgré toutes ces contraintes, l'université répond, il me semble, à deux missions, et le master s'inscrit dans ces deux missions. L'une des missions est l'ouverture culturelle, l'échange, cette ouverture au monde qu'a évoqué Michel Bras tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une des missions de l'université, qu'à travers un master d'histoire et des cultures de l'alimentation, l'objectif et la structuration pédagogique est évidemment d'ouvrir les étudiants vers d'autres mondes, vers d'autres cultures, et de favoriser d'ailleurs par la circulation des étudiants et des enseignants justement cette prise de conscience de la diversité des cultures. Et puis il faut qu'il y ait aujourd'hui, et là il y a une contrainte ministérielle forte, qu'il y ait des débouchés professionnels. Or ces débouchés ne relèvent pas, comme dans certaines disciplines et dans certains parcours, d'un passage vers un concours et vers éventuellement la réussite d'un concours, mais plutôt vers l'invention d'un certain nombre de débouchés. Et de ce point de vue, on rejoint les perspectives qu'a présentées Alberto, c'est-à-dire qu'on va retrouver des étudiants qui, n'étant pas des scientifiques des sciences dures, vont s'inscrire dans des schémas de l'événement culturel jusqu'aux médias, en passant par des missions documentaires ou des missions d'expertise dans des institutions culturelles, des institutions muséales, des entreprises. Et donc il y a un certain nombre de débouchés qui sont à inventer sur la longue durée. Et l'université est en fait une sorte dans la transmission, l'université n'est qu'une voie de passage, c'est-à-dire qu'elle fait entrer un certain nombre d'étudiants avec des origines extrêmement diversifiées, elle leur offre
des éléments de culture, des éléments d'ouverture, des méthodologies, des manières de travailler, et puis ensuite elle les reverse sur le marché, et l'individualité peut à nouveau s'exprimer et tirer parti de ce qui a été enseigné ou proposé à l'université. Alors évidemment, plus cette organisation pédagogique est large, plus elle favorise ensuite l'insertion de ses étudiants. Donc même en n'étant pas une université des sciences gastronomiques, le dispositif permet de s'ouvrir pas seulement vers la gastronomie, mais plutôt vers les mondes de l'alimentation. Merci. Jesús, à Barcelone, il y a en tout cas des institutions qui représentent peut-être un débouché professionnel. D'abord, je voudrais dire quels sont les étudiants la procédance ou la formation des étudiants qui arrivent pour faire les masters d'histoire et culture de l'alimentation. Il y a plusieurs profils. D'abord, ils venaient surtout des nutritionnistes ou diétistes, journalistes et chefs. Et dans un deuxième moment, ils sont incorporés aussi des historiens, des anthropologues, des gens des Sciences Po et aussi de la littérature. Et ce sont des procédances très, très, très diverses. J'essaie de généraliser. On pourrait dire que les chefs, les nutritionnistes, les diétistes et les journalistes aussi cherchaient dans la culture alimentaire, ou la culture de l'alimentation, une valeur ajoutée à son propre profession pour la développer. Il avait comme une trou pour développer ça. Tandis que pour les anthropologues, historiens, gens de la littérature, ils voyaient dans la gastronomie, l'alimentation, la possibilité d'une spécialisation pour faciliter de trouver un travail qu'ils ne trouveront pas comme anthropologue, comme littérature ou comme historien. C'est-à-dire des choses très, très différentes. En tout cas, qu'est-ce que je constate? La culture comme telle, et la culture alimentaire en particulier, représente la possibilité d'une valeur ajoutée pour tous les gens qui se dédiquent à l'alimentation. L'alimentation, on pourrait dire, est culture de plusieurs façons. Et d'autre côté, la gastronomie, l'alimentation représente un champ en expansion, qu'ouvre la possibilité de trouver des travails ou de développer des habiletés, etc. C'est-à-dire, une même circonstance possibilite au motif de situations très, très, très différentes. Mais, c'est vrai aussi que l'alimentation, on pourrait dire comme toujours, mais peut-être dans d'autres époques, nous n'étions pas si conscients, l'alimentation provoque beaucoup d'intérêts très, très divers, beaucoup de préoccupations très, très diverses. On pourrait dire que, jamais comme aujourd'hui, on sait autant sur l'alimentation, jamais comme aujourd'hui, nos aliments, je sais que ça peut-être va scandaliser quelqu'un, jamais comme aujourd'hui, notre sûreté alimentaire est tellement puissante et rassurante comme aujourd'hui, et jamais comme aujourd'hui, nous avons tellement d'hyper par rapport à ce qu'on mange. Donc, ça veut dire que ce sont quelques contradictions de notre modernité en général et notre modernité alimentaire. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui disent « qu'est-ce qu'on peut manger sans peur ?» On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Et par rapport à l'identité, si c'est vrai qu'on disait que nous sommes ce qu'on mange, si nous sommes ce qu'on mange et on ne sait pas ce qu'on mange, on ne saura pas qu'est-ce qu'ils sont. Donc, c'est-à-dire que les attirements, les intérêts pour l'alimentation sont très, très complexes. Voilà. Ça veut dire qu'à un master d'histoire et culture de l'alimentation peut arriver personne avec n'importe quelle formation. Mais ça se transforme aussi par rapport à ces universités des sciences gastronomiques. Voilà. Et les autodidactes, aujourd'hui, c'est pas... Je me demande, est-ce que l'autodidactisme, est-ce que la créativité culinaire, est-ce que le voyage peut se transmettre? Le voyage, voilà, l'expérience des voyages, non? Parce que les voyages sont personnels toujours, non? Est-ce que c'est peut se transmettre? Voilà. D'un côté, je suppose que la réponse sera non. Ce sont des expériences que chacun doit avoir. C'est comme les révélations des Indiens des prairies des États-Unis, que chacun doit avoir sa propre révélation, trouver son esprit. Hein? Voilà.
Mais d'autre côté, on essaye de reproduire ça dans des universités de sciences gastronomiques, hein, et enfin, comme le voyage est complexe, il fallait connaître, enfin, il fallait l'économie, je l'ai dit avant, la biochimie, la physique, tout, parce que l'alimentation, il y a de tout ça. Mais en tout cas, enfin, on a parlé hier, aujourd'hui, je ne sais pas, hier et aujourd'hui, d'Escoffier, qu'est-ce qu'a représenté Escoffier. Voilà, je trouve que la modélisation, la systématisation qu'Escoffier a permis dans ce moment a facilité la transmission et la reproduction d'un modèle. Hein. Voilà, c'est apprendre un modèle pour que transmettre et reproduire. Mais maintenant, il semble que les besoins de la cuisine, les besoins de la gastronomie sont différents. Il ne faut pas tellement transmettre pour reproduire. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Je vais dire une bêtise. Qu'est-ce qu'on doit transmettre pour être autodidacte? Non? C'est une contradiction in terminis, on pourrait dire, non? Qu'est-ce qu'on doit transmettre pour être autodidacte? Si, pour avoir 13 étoiles, il a fallu être autodidacte. J'exagère, hein, je continue avec mes... Voilà. Ce que je trouve, c'est que, enfin, il y a les intérêts, les motivations par rapport à la gastronomie, par rapport à l'alimentation, sont très, très diverses. Hein? Et ces diversités, parce que c'est vrai aussi que l'alimentation joue plusieurs rôles chez nous. Enfin, on mange pour nous nourrir, ça c'est vrai, mais on ne mange pas que pour nous nourrir. Si on mangeait pour nous nourrir avec des snacks diététiques, ça sera suffisant. Hein? Ou avec ces portions pour les situations d'émergence, hein? On peut avoir notre requériment, on dit en français. Moi, j'ai enrichi toujours la langue française. Hein, comme je ne la connais pas, j'invente toujours des mots, j'ai enrichi la langue française. Voilà. Ces portions d'émergence, parce que c'est assez facile de rassurer nos besoins énergétiques ou nos besoins nutritionnels. Mais on cherche beaucoup d'autres choses. Hein, c'est les plaisirs, c'est la sociabilité ou la convivialité. Et ça, il n'y a pas... Enfin, une façon précise d'enseigner tout ça. Hein. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, les engagements, les intérêts, du point de vue économique, politique, identitaire, culturel, sont assez grands que je oserais dire que l'alimentation et la gastronomie, c'était comme une métaphore de la société dans son ensemble. Merci. On va terminer ce tour de table parce qu'ensuite, il faut aborder une question un peu délicate, mais je voudrais en tout cas ton avis à ce sujet. Merci. Je pense qu'il faut envisager la question en différents niveaux et chaque niveau correspond à un enseignement spécifique universitaire. Le premier niveau, et j'enseigne dans les 3 niveaux, j'enseigne à Polenzo, j'enseigne dans le master, j'enseigne dans mon université. C'est 3 enseignements différents. Pour commencer avec en ce qui me concerne le plus facile, mais au fait le plus complexe, c'est l'enseignement aux historiens propres. C'est-à-dire, comme Jean-Pierre l'a dit, il faut enseigner une méthodologie, l'heuristique, la critique historique. Il faut enseigner aux étudiants de trouver les sources qui puissent apporter des réponses à des questions qu'on pose nous-mêmes historiens ou qui nous sont posées par les anthropologues, les sociologues, etc. Alors, c'est un enseignement différent. Il faut envoyer les étudiants aux archives, aux bibliothèques. Il faut qu'ils réfléchissent pour trouver la bonne méthodologie. C'est pas facile. C'est complexe. Pour moi, j'utilise l'alimentation comme... je connais pas le mot en français. En anglais, c'est spy hole. C'est le petit trou qui est dans les portes d'entrée d'une maison. On voit à travers qui est devant la porte. Un Judas. Un Judas, c'est ça. Tiens. Comment? Ben oui. Un Judas. Alors, en utilisant l'alimentation, on voit le monde du passé et du présent. Je dirais pas du futur. Il y a des historiens qui osent le dire, mais moi je le dis pas. Donc c'est le premier niveau, pour moi le plus facile. Le second niveau et le troisième niveau, c'est d'enseigner des recherches qu'on a fait soi-même et de transmettre à des non-historiens souvent. Parce qu'à Polenzo, je pense qu'il y a 1 ou 2 historiens, je ne suis pas sûr, mais il y a un public très très large de gens qui viennent, comme ça a été dit, qui viennent rondement ouvrir les yeux, qui ont vraiment soif de connaissances,
ce qui est très très bien et en même temps dangereux parce que nous, on est là étant experts et les jeunes gens, même s'ils ont 25 ans, même 30 ans, ils sont assez manipulables, maniables. Manipulables, c'est pas mal non plus, non? Non. Bon, voilà. Alors, à chaque niveau, il faut un enseignement différent, il faut une transmission différente. Et ça, c'est vite dit, mais c'est très facile à faire de transmettre des connaissances d'historiens à des gens qui ne sont pas formés comme historiens. Mais ils ont une soif énorme, ils veulent apprendre, ils sont très intéressés quand on leur parle de l'histoire de la tomate, de la pomme de terre. Jean-Pierre, tu as publié un livre sur l'histoire de la pomme de terre. C'est banal comme tout, mais c'est exactement ça ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est la banalité de tous les jours, du quotidien et du passé. Donc, c'est les trois niveaux dont il faut parler, trois niveaux avec un public différent, avec un enseignement et donc une transmission différente. Merci. J'ai promis qu'on devait toucher aussi un point un peu délicat, disons, parce que nous avons 2 universités de sciences gastronomiques et 3 côtés d'une formation qui ne s'appelle pas Université de sciences gastronomiques, qui est insérée dans un programme ministériel. Aussi, les universités de sciences gastronomiques ont leur programme ministériel, ont leurs contraintes, leurs maquettes, etc. Mais c'est vraiment un but un peu différent. Or, la différence entre eux est que les universités de sciences gastronomiques que nous voyons à notre table aujourd'hui sont le fruit d'un partenariat académique avec des institutions, des entreprises. Elles ne sont pas complètement publiques comme les autres universités. Et alors, il y a des avantages pour ces partenariats. Est-il nécessaire pour avoir une université de sciences gastronomiques? Mais d'autre côté, quels sont les risques qu'il porte avec lui? Monsieur Brun? Merci. Bon, j'avoue que en Espagne, moi, j'ai pas du tout la maîtrise de ce sujet-là. Mais pour amener mon point de vue, bon, c'est vrai que le partenariat, il doit être maîtrisé parce qu'il ne faut pas que les partenaires, s'ils sont de l'agro ou autre, utilisent le travail de l'université pour leur propre publicité, alors que c'est peut-être au détriment de ce qu'ils peuvent faire. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une belle maîtrise au niveau de ces partenariats qui viennent dans le cadre des universités, qu'il y ait un cahier des charges vraiment précis sur l'utilisation des images. Et je pense que c'est quand même un partenariat qui est obligatoire si on veut que les universités aient les moyens de pouvoir tourner. Merci. Albert? Sur le problème du financement, il faut faire une sorte de tableau préliminaire où la cotisation des étudiants apporte le 20-25% des besoins financiers de l'université. Le reste doit être repéré ailleurs. Et je peux en parler surtout pour ce qui concerne les 3 premières années de l'université où je gérais ce type de solutions financières. Actuellement, depuis le 1er septembre, je suis à la retraite, donc je peux parler plus librement, mais en même temps, je n'ai pas la vue sur des solutions ultérieures qui ont été apportées. Au début, le repérage de ces ressources était en petite partie publique. Disons que sur une université de ce genre, on pourrait avoir besoin à peu près de 8 millions par an. Le 25% était les cotisations. 1 million pouvait venir du partenariat public, y compris certains banques qui agissaient ou des financements indirects au bâtiment, etc., de l'université, qui finissaient par financer l'université. Le gros problème était toujours trouver un partenaire privé qui arrive à assurer la clôture du bilan.
Alors, ce partenaire privé, dans le premier moment, a été trouvé dans les viticulteurs, surtout piémontais, et quelques grandes maisons de production de vin italiennes, et ça a été une solution temporelle. C'était le partenaire idéal parce que le viticulteur représente l'excellence du produit, représente la petite moyenne entreprise et représente une sorte de valeur qui constitue une sorte de phare dans le système gastronomique. Malheureusement, la viticulture n'est pas est exposée à des contingences, exposée à toute une série de problèmes, et si elle pouvait être favorable au début, elle ne peut pas être un partenaire à très longue haleine. Et c'est là que, surtout dans les dernières phases, l'industrie, l'agroalimentaire italien, c'est-à-dire Ferrero, Barilla, Barilla c'est les pâtes, Ferrero c'est le chocolat, et d'autres grandes, Lavazza c'est le café, etc., sont entrés avec des quotas plus importants. Important, une contradiction évidente. Enfin, le mouvement Slow Food qui avait investi, non l'argent, mais disons son idéologie, ses connaissances, etc., dans l'université, se trouvait confronté à un financement qui allait exactement et qui va actuellement dans la direction absolument opposée au problème de qualité du produit, du repérage du terroir, de cette sorte d'identification entre une communauté, une terre et la qualité d'un produit que Slow Food avait toujours prôné. Et cela pose un gros problème de financement à partir du moment où en Italie une université privée reconnue par l'État reçoit de l'État 200 000 euros par an, donc c'est-à-dire un chiffre absolument dérisoire, et que les financements régionaux dépendent d'un budget que cette année, par exemple, avec les problèmes de l'euro, se révélera particulièrement avare, disons, alors l'université, évidemment, doit accepter n'importe quel type de partenariat. Est-ce qu'on peut se faire promoteur d'une philosophie de la qualité et accepter n'importe quel type de financement? C'est un problème qui doit être vu probablement à une échelle plus importante, et dont je ne nie toutefois pas disons le côté critique. C'est évident qu'on dit toujours les universités américaines. Les universités américaines ont derrière eux des générations et générations d'étudiants qu'ils ont formés et qui font partie de ces circuits de financement. L'Université des sciences gastronomiques est née en 2003 et donc 2003-2004, donc les étudiants commencent leur vie professionnelle. C'est pas eux qui vont détourner des sommes importantes d'argent ou des financements à l'intérieur du système lui-même. Voilà la contradiction. C'est une contradiction qui ne peut pas être résolue par une aide de l'État. L'aide de l'État est toujours de l'argent qui va vers une sorte de projet théorique, mais sur lequel on ne peut pas bâtir la solidarité avec le monde de la production qui nous permet de placer les étudiants à l'intérieur de sites de production d'aliments, fromage, vin, etc., importants dans le monde entier, parce que l'argent de l'État est un argent qui peut être administré plus facilement au niveau des émoluments des professeurs ou des projets de recherche, mais non de la formation spécifique des étudiants. Le problème, je crois que j'ai donné quelques traits critiques de ce problème
Et je pense qu'il n'y a pas de solution brillante dans un avenir de 2-3 ans qui sera difficile. Et disons que la gestion financière d'une université privée est une gestion, j'oserais dire entre guillemets, impossible. Merci Alberto. Je demande juste un mot à chaque directeur public. Est-ce qu'il y a l'exigence, à votre avis, de rechercher un partenariat privé, ou est-il possible de continuer le master comme ça? Ensuite, on passe vite à la dernière question parce qu'on voulait aussi donner la parole à la salle. D'un mot, je crois que tout a été dit par Alberto, c'est-à-dire que la configuration actuelle, c'est une configuration compliquée. Si l'on prend le cas des universités en France, de toute façon, l'État forcément n'abondera plus au budget comme ça l'a été par le passé. Il y a toujours une suspicion vis-à-vis de partenaires extérieurs, alors qu'en réalité, ça peut aussi être des offres de formation, ça peut être aussi des moyens de contact pour intégrer ensuite des entreprises. Et donc, tôt ou tard, de toute façon, il faudra mettre la question sur la table. Si les droits d'inscription dans les universités en France n'augmentent pas, et ils n'augmenteront pas parce que pour des raisons multiples et variées, la situation restera ce qu'elle est, on se trouvera à l'université dans la configuration qu'évoque Alberto, c'est-à-dire que de toute façon, il faudra bien trouver un financement. Donc si ce n'est pas l'État, si ce ne sont pas les collectivités régionales, ce seront des financements multiples, avec la nécessité de borner, de mettre des frontières dans l'implication du partenaire. Merci. Voilà, plusieurs questions. D'abord, et par rapport aussi à l'université des sciences gastronomiques ou les Basques Culinary Center, non, à ce moment, cette année, c'est la première année. Moi j'y participe pas, mais c'est une information comme anthropologue, comme en regardant de dehors, non. Mais la grande subvention a été du ministère de l'Innovation, pas le ministère de l'Éducation ou des universités, le ministère de l'Innovation. Il y a des mauvaises langues qui disaient que comme la ministre est basque, elle a fourni de l'argent pour les Basques. Et après, il y a les administrations régionales et aussi une grande coopérative en Mondragon. Il y a plusieurs, il y a une grande compagnie de la distribution, il y a une fabrique des électrodomestiques, enfin c'est une grosse coopérative avec milliers de travailleurs et coopérative. Ça veut dire que cette coopérative de Mondragon était obligée à réinvestir ou dédier une partie de ses bénéfices à ce qu'on appelle en Espagne ordre social. Voilà, ça c'était une question. Mais d'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur la question du ministère de l'Innovation. On parle beaucoup de l'innovation. Innovation. Tout le monde y parle d'innovation. Les gens du marketing, les gens des industries, n'importe quel type d'industrie, aux universités, en tout. Apparemment, il me semble que l'innovation a devenu une finalité en soi-même. Traditionnellement, on essaie d'innover pour améliorer. Aujourd'hui, pas nécessairement. On sert d'innover pour être différent. Tandis que le résultat de l'innovation améliore ou non le produit antérieur. Je continue à exagérer, comme toujours. Mais en tout cas, ce sont des réflexions qui me viennent. Non, en tout cas, voilà. Maintenant, et par rapport à l'Espagne, en fait, on arrivait quand le projet de les Basque Culinary Center a été mis en action, on était à la fin d'une période économique assez, entre guillemets, prospère. Mais maintenant, la crise nous a touchés très rapidement et très dramatiquement. Qu'est-ce que va devenir avec les subventions que les gouvernements centraux ou les gouvernements autonomes régionaux ils pourraient ou non continuer. Chez nous, par exemple, voilà, on annonce pour l'université, il faudra augmenter les taxes que les étudiants paient, et en plus, les professeurs, on va devoir réduire notre salaire. Voilà. Ça veut dire
que ces questions privées-publiques et les synergies ou non, les complicités entre privé et public, chaque moment peut être différent par rapport à la conjoncture économique, politique et tout ça. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, les entreprises, voilà. Qu'est-ce que les grandes entreprises alimentaires peuvent avoir ou peuvent tenir de l'université de sciences gastronomiques? Est-ce que promotion de ces produits? Pas nécessairement, parce qu'a priori, ce sont l'antithesis. Non, si on valore aujourd'hui les terroirs et la tradition est une valeur de modernité, c'est comme une réaction contre l'homogénéité, ou ce que mon ami Fischler disait, les OGNI, les objets comestibles non identifiés. C'est-à-dire que, mais c'est vrai aussi que beaucoup de ces grandes entreprises peuvent être intéressées dans des partenariats avec d'autres étiquettes, ce qu'on appelle de façon très générale la responsabilité sociale. Hein? Il n'y a pas aucune entreprise, grande entreprise agroalimentaire que n'ait sa propre fondation par rapport à la santé ou par rapport à la protection de l'environnement. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ici il y a des possibilités très grandes. Non? C'est pas nécessairement une grande entreprise agroalimentaire peut être intéressée à financer, à sponsoriser un projet de ce type par rapport à un bénéfice direct on va vendre. Heineken est aussi une entreprise partenaire de l'université du Pays Basque, de l'université gastronomique. Hein? Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas je ne crois que Heineken pense qu'il va vendre plus de bière avec ça. Hein? Mais je veux dire qu'il y a d'autres, entre guillemets, d'autres finalités ou d'autres bénéfices indirects. Pour la troisième mi-temps. Pour la troisième mi-temps. Enfin, ça veut dire qu'en tout cas, les possibilités. Voilà. D'un côté, on pourrait aussi nous poser la question, est-ce qu'une université ou des enseignements spécifiquement dédiés et uniquement dédiés aux sciences gastronomiques ont besoin de plus de partenariats que l'enseignement, par exemple, de la médecine ou de la chimie? Peut-être oui. Hein, parce qu'à la fin, écoute, la médecine entre dans la sécurité sociale. Et tout le monde a droit à la... Mais pour l'instant, l'haute gastronomie ou la moyenne gastronomie, il n'entre pas dans la sécurité sociale ou la sécurité gastronomique. Peut-être que c'est une finalité, non? Le jour que la gastronomie, l'haute gastronomie entre dans la sécurité sociale ou gastronomique, comme ça, hein, on payerait une petite quota et on aurait droit à aller chez roi ou du bon. Ça, c'est une blague. Il ne faut pas le dire, c'est évident. Non? Mais ça veut dire que les motivations et le possible bénéfice de partenariat sont aussi très, très dynamiques. Hein? Il faut les définir à chaque instant. Il y a d'un côté la dialectique public-privé, semi-public, semi-privé, et aussi le coût-bénéfice que chaque partenariat ou chaque sponsorisation peut avoir à chaque moment déterminé, direct ou indirectement. Merci, Peter. En tout cas, pardon, laisse-moi dire qu'à moi, pour nos projets, il est très difficile, pour ne dire presque impossible, de trouver des sponsors. Hein? Voilà. 4 points, 4 phrases pour faire vite. Première phrase, le partenariat, déjà comme il a été dit, c'est une longue tradition aux États-Unis. On connaît la matière, on sait comment ça fonctionne. Deuxièmement, en Europe, cela se fait déjà dans les facultés des sciences pures. Pour donner un exemple, dans mon université, la faculté des sciences pures a, pour 50% des chercheurs, ils sont payés par des entreprises privées actuellement. Et ça augmente. Et il n'y a aucun problème avec cela. Phrase au point 3, parce qu'il y a des contrats qui sont signés. Des contrats, ça veut dire un chercheur fait une recherche, il arrive à une réponse à une question, et puis, c'est le gros problème, à qui appartient la recherche? À l'entreprise qui a payé pour la recherche, ou à l'université, ou au chercheur? Et pour ça, on fait des contrats. C'est une question très très difficile et très délicate, mais très actuelle. Et quatrièmement, moi je dirais oui, absolument, pourquoi pas financer, pas uniquement les universités des sciences gastronomiques, mais toutes les sciences humaines seulement. On a déjà tous, dans beaucoup d'universités, essayé
d'obtenir des fonds, de l'argent, et à chaque coup, c'est mon expérience et également l'expérience des collègues, ça rate. On offre quoi? On n'offre pas un produit, on n'offre pas une idée, on demande de l'argent, par exemple, pour organiser un colloque, comme ceci, mais une entreprise n'a aucun bénéfice à financer un colloque où il y a 100 personnes. C'est trop peu pour eux. Donc, je dirais volontairement oui, les chers entrepreneurs, donnez de l'argent, mais la grosse question est, vont-ils le faire? Il y a juste une ambiguïté qu'il faut avoir en tête, qui est que le financement de la recherche, oui, le financement de l'enseignement, souvent, c'est non. Et c'est sur cette frontière-là que les choses peuvent s'arbitrer. Oui. Voilà. On nous laisse 10 minutes du moment que nous avons eu un peu de décalage, donc nous laissons tout de suite la parole à la salle. Là, il y a déjà le micro, ensuite. Oui. Je voulais poser une question sur la question des contenus, en particulier l'anthropologie. Quelle est la place que vous donnez à l'anthropologie dans vos universités des sciences gastronomiques? Il me semble que ce que nous avons entendu ce matin sur la télévision montre bien quand même que tout ce qui tourne autour de l'alimentation nécessite une très grosse formation là-dessus. Je pense que ça nous aurait évité bien des âneries sur cette télévision qui était censée diffuser, a fortiori celle qui occupe une partie de notre temps de cerveau disponible pour autre chose, à nous apprendre que l'alimentation, que la cuisine, ça nécessitait du travail, de la morale. Donc tout ça, c'était quand même assez grotesque et montre bien qu'en fait, tout simplement, le basculement de la cuisine dans la sphère du divertissement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui effectivement peut changer notre rapport à l'alimentation, mais pas qu'on entende cette farce qu'on a entendue ce matin. Donc ça, j'aimerais avoir une réponse là-dessus. Je voulais poser une question à Alberto sur la question du financement. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'État, alors bien sûr que l'État ne peut pas, mais pourquoi l'État ne devrait pas financer à une hauteur beaucoup plus importante ce qui se fait dans les universités sciences gastronomiques ou même l'université de Tours en histoire et tout ce que vous voulez, dans la mesure où une part je dirais, des évolutions de l'alimentation dans le monde ne viendront jamais des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Je vais vous prendre un cas très précis, celui du local, par exemple. L'invention du local, enfin, ou le travail sur le local, ce n'est pas les écoles d'ingénieurs qui vont faire ça. Ce n'est pas ces écoles qui sont issues de ce modèle américain, dont je suis désolé de dire que sur le plan de l'alimentation, il a conduit à une sacrée catastrophe, que nous devons suivre. Je pense que là, il y a une vraie réflexion sur le rôle que les sciences humaines, la collusion entre la médecine et les labos a abouti à des scandales pour que nous emboîtions ce pas-là. Il me semble qu'on devrait être très vigilant là-dessus. J'aimerais avoir votre avis. La réponse exhaustive demanderait beaucoup d'arguments, etc., et surtout des données, des chiffres. Grosso modo, en Italie, l'État procède de la façon suivante. Puisque vous vous occupez d'alimentation, allez dans le local État prendre vos financements. Donc, vous allez au Pays Basque, vous allez au Piémont, vous allez n'importe où, et c'est là où ils vous donneront de l'argent. Disons qu'à travers ce système, l'État se réserve d'investir, par exemple, dans les grandes
faculté d'économie privée qui concerne directement le fonctionnement entier de l'appareil de l'État, tandis qu'on considère la gastronomie une sorte de tâche locale et limitée. Tout cela a évolué énormément dans le temps, et dans le cas des sciences gastronomiques de Pollenzo, étant la dernière des universités qui allait tendre la main ou la sébile, évidemment, et elle était bafouée par tout le système, parce qu'elle rentrait dans un système de restriction progressive, et évidemment, qui devait jouer négativement avec la dernière arrivée. Et ça, c'est la première réponse. Étant donné que dans tout mon discours, je n'ai jamais nommé la recherche, qui fait partie d'autres secteurs de financement et qui ne rentre pas dans les besoins alimentaires immédiats d'une université, dans le sens où je peux théoriquement même gérer pendant une année une université en laissant que la recherche aille d'une façon, disons, pas très satisfaisante, mais mes vrais coûts et mes besoins directs sont le personnel, les professeurs et l'entretien des bâtiments, etc. Et de ce point de vue, il est très difficile, effectivement, comme il a été déjà dit très judicieusement, de demander à une boîte privée qui fabrique des pâtes, tu viens payer chez moi, non une action, par exemple, de promotion gastronomique des pâtes sur le territoire, mais tu viens payer chez moi mes coûts de gestion de l'université elle-même. Cela rend très difficile la situation d'une université privée, parce que qui sont les personnages qui, à partir de ce moment, ont le plus d'autorité et d'emprise dans le système? Ce sont ceux qui apportent l'argent. Et dans le cas de l'université de Pollenzo, il se vérifiait ce phénomène où la personnalité, par définition, qui était en mesure de drainer des financements pour la survie de l'université, je parle bien de survie, était Carlin Petrini, évidemment, qui était la personnalité à la fois médiatique, politique et culturelle de l'université. Avec quelle conséquence? Avec la conséquence que Carlin Petrini est devenu une sorte de super recteur de l'université et qu'il gère et il détermine tous les rouages de l'université. Là où l'université était née avec toute une série de clauses d'indépendance et surtout de respect du système de la gestion d'État, qui n'ont pas été bafoués par Petrini, mais qui ont été nécessairement recentrés sur une fonction primaire de survivance, parce que si je l'interroge, il me dit, mais il faut bien que je fasse cadrer le bilan comme objectif primaire, et donc influe sur tout le système de gestion. Je cite Pollenzo, je pourrais citer d'autres universités, entre autres une université médicale milanaise qui s'est trouvée à déposer les bilans tout récemment et qui était dans la même situation, dans une situation où la personne qui est centrale finit par devenir le maître de toutes les solutions et de toutes les gestions possibles. Ce n'est pas une critique, c'est une évidence qui pourrait être corrigée par des contrepoids, par des systèmes de financement régional, par des participations des autres universités à ce projet, par exemple, qui allégerait énormément la chose. J'ai répondu seulement en partie à votre question, mais j'ai approfondi un point fondamental sur le financement qui a été d'ailleurs évoqué par mes collègues. Sur l'autre question, par contre, je pense que en privé, Jesus Contreras aura beaucoup à dire, mais nous avons une autre question. Oui, moi je me permets de vous poser... Oui, moi j'ai une question à vous poser parce que j'interviens en tant que simple, disons, participante à ces journées. Vous êtes des universitaires patentés pour la plupart.
peut-être issus de facultés qui venaient du public, qui ont fait leurs preuves jusqu'à maintenant. Monsieur Gilles Fumet a aussi évoqué le risque d'avoir un partenariat avec le privé quand on voit l'APSA, ce qui s'est passé en France. Et d'autre part, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est quand vous parlez du privé. D'où vient cet argent du privé? Si le privé a plus d'argent que l'État, souvent, c'est parce que l'État lui a donné l'argent par la défiscalisation. Donc, ce n'est pas de l'argent qui vient du privé. Deuxièmement, ce privé, il repose sur les banques. Monsieur l'a évoqué en parlant des banques. Il a même dit que les élèves actuels étant débutants ne pouvaient pas détourner. Donc c'est de l'argent qui vient des banques. Et les banques qui utilisent l'argent des particuliers. Donc notre argent en qualité de contribuable, les cadeaux de l'État quand il y a une crise comme on l'a vu récemment. Donc moi j'ai l'impression qu'on est parti sur une espèce de dérive sur le privé et on ne se pose pas la vraie question qu'une question politique. On avait des États avec des impôts qui servaient quand même, avec la plupart qui avaient droit d'en décider, pour profiter au plus grand nombre. Parce que là, les universités, elles peuvent être très pertinentes. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la démarche de Petrini. N'empêche qu'on arrive à une université qui est quand même réservée à des personnes qui ont des moyens. Donc, je crois qu'on part dans une dérive. Qu'est-ce que c'est que l'argent du privé si ce n'est pas de l'argent qui est volé au public ? Je ne me sens pas directement concerné, mais comme je suis assez d'accord, chez nous en Espagne, on dit que les dépenses qui fait le public, les dépenses de l'État, et le cas des corruptions qui sont impliquées de gens du public, ça, nous les payons nous, c'est-à-dire le citoyen, avec nos impôts. Voilà, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec les dépenses des privés? Voilà, ce sont aussi le citoyen qui nous payons à travers les prix. Nous payons la publicité, nous payons les actions, entre guillemets, de responsabilité corporative, on paye les partenariats, oui, parce que les bénéfices, pour qu'une entreprise fasse ça, il faut qu'elle ait des bénéfices. Les bénéfices sortent de la vente de ces produits que nous payons. Ça veut dire que c'est la même chose. Mais c'est vrai que du point de vue de la société, n'est pas perçu de la même façon. Vous les percevez de cette façon, moi aussi, mais ce n'est pas la perception. Il semble que, en fait, on donne un prix à les gens qui prennent ses propres risques. Et théoriquement, les entreprises prennent ces risques. Tandis que, théoriquement, l'administration, non. En tout cas, le risque de l'administration sont chez nous chaque 4 ans. Chaque 4 années, il y a la possibilité de payer les erreurs. Mais le privé, enfin, théoriquement, c'est la balance de bénéfices ou comment ça s'appelle, la balance de résultats de chaque année, mais ça oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de complicités par rapport à ça. Des complicités qui participent tout le monde. Les politiques, parce qu'on peut dire les publics c'est une chose et les politiques sont une autre. Les politiques, le public, le privé, les entretiens, les citoyens, mais aussi les universités. Écoutez, les universités, chaque fois, on veut faire beaucoup plus de choses. Et les ressources sont presque les mêmes ou moins. Si on veut continuer à faire la recherche, parce qu'en tout cas c'est une exigence qu'on a à faire dans la recherche, il faudra qu'on se débrouille pour essayer de trouver n'importe où et quelquefois n'importe comment. Gilles, une dernière question. Non, mais moi je voulais apporter une précision sur le sens de cette recherche du privé. Moi je ne suis pas contre le privé en soi, mais je voudrais qu'il y ait des instances pour vraiment rétablir en quoi, en quelque sorte, le privé peut financer quelque chose ou le public peut le faire parce que ça concerne tout le monde. Je vais vous donner un exemple. J'ai un étudiant qui travaille sur la baisse de la consommation de viande dans les pays riches. Bon, c'est bien un problème global. Voilà. On a besoin de savoir pourquoi aujourd'hui les gens veulent moins consommer de viande. Et c'est bien un problème, je dirais, d'entreprise. Tout le monde est concerné. Que la filière de viande veuille financer la thèse, moi ça ne me gêne pas. Dans la mesure où elle nous laissera faire ce qu'on veut, c'est-à-dire dire les élevages industriels, c'est pas bien, etc. Les enfants, les filles ne veulent pas manger de la viande d'animaux à poil qui sont, par exemple, comme les lapins, etc., et qui souffrent. Enfin, vous voyez, donc, tous ces...
à partir du moment où on est libre de faire ce qu'on veut, moi je me suis trouvé confronté à un travail sur le lait où des industriels nous ont dit ce n'est pas possible de publier ça, et ça je regrette, il faut arrêter ça, parce que c'est une dérive complète. Voilà. Donc n'opposons pas public et privé, mais essayons de mettre des instances pour que les recherches puissent être financées effectivement par les bons financeurs et qu'on ne soit pas les otages des gens qui veulent nous faire dire n'importe quoi. Il peut y avoir plusieurs solutions. Par exemple, il y a eu une loi européenne qui a défini et défend les produits en fonction du terroir ou en fonction des techniques de fabrication. On pourrait très bien imaginer un impôt qui soit relatif et qui aille à financer, par exemple, des activités qui sont des activités de suivi du produit à partir du moment où il investit une certaine société et où il doit être connu, reconnu, etc., et avec lesquels on peut évidemment financer des projets d'enseignement à tous les niveaux d'une société, entre autres universitaires. Cette imagination quand on a constitué des valeurs qui, dans les 20 dernières années, n'ont fait que croître d'importance. Aujourd'hui, ce qui est typique est objet d'une vénération digne de la chapelle d'un saint ou évidemment d'un objet d'art. Qu'on n'ait pas inventé des mécanismes pour financer tout ce qu'il y avait derrière, ça par exemple, on pourrait s'interroger. Malheureusement, en Europe, c'est trop tard et le temps a passé de ce type de projet. Juste un mot. Je pense qu'il faut... on n'a pas le temps d'explorer le débat à fond sur cette question de la relation entre le public et le privé, mais à force de vouloir globaliser les choses, on en arrive à dire des contre-vérités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le rapport entre une université publique et des partenaires privés, quels qu'ils soient, est forcément mauvaise ou forcément bonne. En fait, le curseur est entre le noir et le blanc, quelque part dans les zones de gris. Il se trouve qu'il y a des contrats de recherche que l'on peut nouer avec des entreprises d'échelle, des entreprises ou des institutions interprofessionnelles, des musées. Enfin, bon, il y a de multiples partenaires qui ressortent de la sphère privée avec lesquels on peut nouer des contacts qui permettent d'abonder à des travaux que l'on fait sans pour autant être liés par ces travaux. Il y a des financements qui respectent parfaitement le chercheur dans sa volonté d'exposer des choses. Mais après, de l'autre côté, on ne peut pas non plus considérer que le chercheur est le nombril du monde et que ce qu'il dit est parole d'évangile et que les entreprises, par exemple, doivent absolument l'accepter comme tel. Les entreprises, elles sont impliquées dans un système de risque et d'innovation face auquel elles doivent rendre des comptes, elles doivent nourrir des bilans et elles ne peuvent pas... même si ce sont des débats de société sur lesquels il faut réfléchir, discuter, échanger, exemple, la fameuse guerre du camembert ou les positions des industriels laitiers sur l'évolution des fromages en France, c'est normal que les industriels considèrent avoir des positions à défendre. Alors, je crois, mais là il faudrait avoir plus de temps pour en débattre, que tout tient dans la notion de dialogue et d'échange. À partir du moment où l'université est une instance d'échange, de dialogue et d'ouverture, elle peut susciter auprès de partenaires privés des formes justement de discussion qui peuvent amener à plus de compréhension de mondes qui parfois s'ignorent, parfois se méconnaissent absolument, alors qu'en réalité ils peuvent très bien contribuer à faire des choses ensemble. Merci. Nous avons une toute petite dernière question. Bonjour, je suis étudiant en master première année gastronomie, vin et tourisme à Angers. Et j'aimerais savoir, avoir votre avis en fait sur le fait qu'un étudiant qui recherche un stage en master face à des grosses entreprises qui gèrent, on va dire, le monde, comment vous pouvez me répondre par rapport aux attentes qu'ils ont en termes de technique, par exemple, tout simplement, j'ai des connaissances en hôtellerie-restauration sur toute l'histoire de la cuisine, etc., et qui me demandent des connaissances en marketing vachement poussées sur des métiers que j'aimerais faire plus tard, alors que je fais des études en master. Comment vous pouvez... est-ce que le master est assez professionnalisé ou
on appelle cette différence entre le master de recherche et le master professionnel. Qu'est-ce que... Bon, je vais essayer d'être bref. Je pense que de toute façon, un étudiant qui a une vocation disciplinaire doit travailler sa discipline et devenir le plus compétent possible dans sa discipline. Après, il peut avoir des ouvertures qui sont parfois des ouvertures très superficielles, qui lui permettent d'avoir une compréhension de certains phénomènes, mais en tout cas, il ne peut pas mettre cette compréhension comme une sorte d'expertise au service d'une entreprise. Donc ça veut dire que de toute façon, il y a des domaines, et les domaines des cultures alimentaires en font partie, où le processus de formation est permanent. C'est-à-dire que vous faites des études d'histoire, vous ressentez le besoin de faire des analyses de marketing, il y a deux solutions. Il y a deux manières de traiter le problème. Ou vous considérez que vous êtes fondamentalement historien, vous ne connaissez rien au marketing, vous refaites des études de marketing, ou vous élargissez progressivement votre champ et vous vous appropriez des techniques. Vous répondez peut-être à ce moment-là aux besoins de l'entreprise, mais si l'entreprise veut vraiment quelqu'un qui soit spécialisé en marketing, elle n'a aucune raison de demander à un historien de lui apporter des éléments que quelqu'un de plus spécialisé pourra lui apporter. Donc soit l'initiative vient de l'étudiant et c'est une ouverture disciplinaire qui lui permet d'acquérir un certain nombre de choses, soit c'est la volonté de rester dans un champ donné. Et à ce moment-là, vous devez pousser le plus loin possible votre expertise, parce que c'est sur cette expertise-là que vous vous valoriserez auprès d'une entreprise quand vous faites un stage. Après, il y a des erreurs d'aiguillage. Il est certain qu'un historien à qui l'on demande de faire une analyse de marketing, il peut utiliser l'histoire pour introduire des éléments de marketing, mais il ne peut pas se substituer à quelqu'un qui est spécialiste de l'analyse des marchés, par exemple. Je suis d'accord avec Jean-Pierre, mais je vais nuancer un petit peu. J'ai un étudiant chez moi à Bruxelles on n'a pas de stage chez nous, mais qui est tout à fait intéressé dans le marketing et l'histoire du marketing. Alors, il a pris des cours dans les sciences économiques, marketing, et en même temps, il fait 2 travaux sur le marketing, l'histoire du marketing, qui n'est pas facile à faire parce qu'il y a peu de sources. Et il essaye de lire beaucoup et de tirer des compétences de l'histoire pour l'utiliser, et je sais c'est risqué, parce que le monde change évidemment, mais qui utilise des possibilités de l'histoire pour l'appliquer aujourd'hui. Donc il peut en même temps de conserver la discipline majeure, l'histoire, mais en se spécialisant via le marketing. Bon, c'est pas la même chose que de faire un stage évidemment, mais ça lui rapporte actuellement de belles choses. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ça ouvre grandement parce qu'il acquiert des connaissances d'une autre discipline. Voilà, merci. Vous voyez, si on met l'Europe à la table, l'Europe déborde. Donc, merci à vous pour votre attention, merci aux intervenants et merci à Jean-Pierre pour m'avoir donné l'honneur de la parole. Merci.